Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Transformation Heroes. Dans un monde saturé d'images et de textes, il reste un canal intime, universel et direct, la voix. Elle transmet l'émotion, crée la confiance et transforme un simple message en une relation. Echo est né de cette conviction. Redonner une voix aux marques et aux clients dans un digital trop souvent froid et anonyme. Leur mission ? Transformer chaque interaction, qu'il s'agisse d'un conseil en ligne, d'un feedback client ou d'un podcast de marque, en une conversation authentique. Aujourd'hui, j'accueille Johan Desjardins, cofondateur d'Echo, qui nous raconte comment Echo façonne l'expérience client en écoutant et en intégrant la voix au cœur du parcours, comment leurs clients se transforment plus vite grâce à l'audio, et quelle est sa vision du futur, un commerce où la voix devient la langue commune entre les marques et les consommateurs. Et elle m'a regardé et elle m'a dit « Ah, je suis hyper déçu, j'aurais voulu que Jean-Michel il me parle. » Et quand elle a dit cette petite phrase, en fait, toutes les pièces du puzzle se sont remis ensemble. Sur les 10 clientes qu'on a sollicitées, il y en a 7 qui, dans l'heure, nous ont fait un vocal. J'ai dit « Wow !» Ça, c'est déjà incroyable. Et en fait, quand on est arrivé, on a fait les premières capsules audio. Et là, il y a eu x3 en usage versus notre meilleur client en France. Ouais. 35 à 40% des gens qui arrivaient sur une fiche produit lançaient l'audio. Salut Johan, tu vas bien ? Baptiste, ça va. Ravi d'être ici. Merci d'être venu, merci d'avoir accepté l'invitation. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de parler d'Echo. En long, en large et en travers. Parce que c'est une boîte déjà qui est hyper intéressante, le projet est hyper cool. Si ça te va, tu peux commencer à te présenter et ensuite on enchaîne. Ça marche. Moi, je suis Johan Desjardins, j'ai 47 ans j'ai créé Echo il y a 4 ans après avoir eu un parcours dans le retail. Et tu vas voir, c'est un peu ce qui nous a donné l'idée avec mon associé Émilie de créer la boîte. Nous, on s'est connus dans le groupe ADO Leroy Merlin. On a la chance de créer une enseigne pour le groupe qui s'appelle Zodio. Moi, j'en étais directeur marketing. Et tu sais comment ça marche. Tu as 40 ans à un moment, tu te poses des questions. Et notamment, on avait des envies d'entreprendre. Alors, on a commencé avec Émilie à lancer un site e-commerce qui s'appelle Paulette, qui vend des cosmétiques sains et naturels. Bon, on n'a pas été les rois du timing. C'était l'année du Covid. On s'est lancé 2 mois après. On était tous à la maison. On a voulu ouvrir un magasin. C'était le 2e confinement. Mais cette expérience, elle nous a beaucoup, beaucoup appris. D'autant plus que on a réussi à revendre Paulette. Okay. C'est ensuite où on a lancé Echo. Et tu vas me dire, mais d'où vous est venue l'idée ? Un peu de nos 2 expériences, la distribution. Et en fait, quand on s'est relancé avec Émilie, on s'est dit qu'il faut à tout prix qu'on s'appuie sur des changements notables dans le comportement des consommateurs. Et quand on avait créé notre enseigne de distribution, on était allé chez les gens pour faire des visites habitants, on ouvrait les placards pour mieux comprendre ce qu'on mettrait dans le magasin. Bon, on a reproduit un peu pareil. On a ouvert nos yeux, nos oreilles, et on a regardé autour de nous et on pensait trouver des comportements nouveaux. Et en fait, il y a un sujet qui nous interpellait, qui était un vieux sujet, l'audio. Depuis toujours, on peut mettre de l'audio sur le digital, qui commençait à devenir un sujet mature. Ça a commencé par les podcasts. Nous, on a beaucoup écouté de podcasts, ce qui nous amène ici pour devenir entrepreneur. Et il y avait Oussama Hamar qu'on écoutait, on écoutait Mathieu Stéphanie, et tout ça, c'était pour nous naturel. Mais autour de nous, quand on parlait à table d'écouter un podcast, on était un peu les seuls. Et soudainement, on a commencé à voir que le podcast devenait quelque chose d'habituel. Après, il y a eu nos enfants. Ça, je crois que c'était le plus grand déclic. Émilie et moi, on a 2 ados à la maison chacun. Et un jour, ma fille, je l'ai vue commencer à avoir le téléphone tranche sur l'oreille. Au début, j'ai pas compris. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est pas très naturel. Ah non, c'est pas très naturel le geste. Appelle, c'est quoi ? Je savais même pas qu'il y avait un micro ici. Et en fait, j'ai vu que pour elle, c'était naturel l'audio, qu'elle bannissait la partie texte. Jusqu'à voir ma maman un jour parler à son téléphone. Je dis, qu'est-ce que tu fais, maman ? Elle me dit, tu sais, moi, les recherches Google, maintenant, entre mes yeux et mes doigts, franchement, c'est quand même beaucoup plus pratique. Alors, on voyait ça, mais ça faisait pas une boîte. Et puis, en même temps, on avait quand même d'autres convictions. On se rendait compte que les gens faisaient de moins en moins d'efforts de lecture. Dès qu'ils arrivent sur un contenu qui est un petit peu trop dense, un petit peu trop complet, ils veulent que ça aille vite.
et ils ne lisent plus. T'es en mode scan, toute une page, tu la scannes en 1 seconde. Quoi. En diagonale, comme ça. Et c'est les mêmes personnes qui veulent tout savoir sur le produit, est-ce qu'il leur correspond, est-ce qu'il y a des engagements RSE. Je crois que dans notre précédente boîte, on avait 50% des questions qui étaient posées au service client. La réponse, elle était sur la fiche produit. Les gens ne font plus d'efforts. Ça, combiné au fait que les sites internet, ça reste quand même des univers assez froids, assez désincarnés, où il n'y a pas beaucoup d'émotions. On avait pas mal d'ingrédients, mais ça ne savait pas reconstituer le puzzle. Et tu sais, il faut toujours un petit déclic pour créer une boîte. Et en fait, c'est mon associé Émilie qui l'a eu, le déclic, en écoutant un podcast. L'invité était Martin Onessian, le fondateur du Petit Ballon. Et en fait, elle l'écoutait au début en se disant je vais peut-être apprendre des tips pour notre e-commerce. Et il se trouve que ça ne s'est pas passé comme prévu parce qu'en fait, il a raconté avec passion que vendre du vin en ligne, c'était compliqué, mais que lui, il avait une chance de dingue. Son associé Jean-Michel Deluc, c'était l'ancien sommelier du Ritz. Ouais. Donc Jean-Michel, il connaît non seulement tous les cépages, mais il connaît aussi personnellement les vignerons, les producteurs. Et Émilie, elle est rentrée totalement dans l'histoire et elle rentre, elle me dit pas appris grand-chose sur l'e-commerce, mais j'ai envie d'acheter quelques bouteilles. Et donc on va ensemble sur le site internet et là, on voit un site plutôt très bien fait. Un beau UX, un beau design, mais très froid. La bouteille de vin, une photo, un titre, un prix. Ça donne pas autant envie d'acheter que l'histoire racontée. Exactement. Et elle m'a regardé et elle m'a dit je suis hyper déçu. En fait, tu sais quoi ? J'aurais voulu que Jean-Michel, il me parle. Un peu comme quand je vais chez Nicolas, le caviste, ou bien au restaurant, qu'on me conseille une bouteille. Et quand elle a dit cette petite phrase, en fait, toutes les pièces du puzzle se sont remises ensemble. On s'est dit oui, en fait, c'est ça qu'on pourrait créer. Une solution SaaS pour que les marques elles puissent créer on appelait ça des capsules audio. C'est des formats courts, 30-40 secondes, où elles peuvent raconter les principaux bénéfices de leurs produits ou de leurs services. En plus, en faisant parler leurs équipes, ça donne un côté incarné. Donc ça réhumanise le site web. Et comme ça, le consommateur, lui, quand il arrive, il lance la capsule audio, il écoute. Et en même temps qu'il écoute, il a l'avantage de ne pas être captif. Donc, il regarde les photos, il va voir le prix, il va voir quelque chose. Bref, il peut scanner beaucoup plus d'informations aussi. On fait 2 choses, on active 2 sens en même temps. Et quand on s'est lancé, tout de suite, on a dit oh là là, si on fait parler les marques, il va falloir aussi qu'on fasse parler les clients des marques. Et on avait en tête les avis. Parce que nous, dans nos anciens métiers, les avis, ils étaient très, très importants, un élément de réassurance. Et pourtant, on voyait que les collecter, ça devenait quelque chose de plus complexe année après année. Parce que ça prend du temps, parce que beaucoup de boîtes maintenant demandent un avis, que le rapport à la rédaction et à l'orthographe n'est pas évident. Et donc, on s'est dit, mais si on permettait aux gens de faire des avis vocaux, peut-être que ça serait plus simple et que ça serait mieux. Et donc, tu sais comment c'est un entrepreneur, on se dit, ça va, on n'a pas encore totalement vendu notre boîte, on a encore... Mais tu veux te lancer. On va tester, on a pris nos 10 meilleurs clients, on leur a fait un petit WhatsApp en leur disant, est-ce que vous pourriez nous faire un avis vocal pour raconter pourquoi vous aimez ce cosmétique, c'est quoi votre produit préféré? Et là, grande surprise, premièrement, la rapidité. Sur les 10 clientes qu'on a sollicitées, il y en a 7 qui, dans l'heure, nous ont fait un vocal. Dit, ça, c'est déjà incroyable. Ouais, quand tu as une 7 sur 10, c'est... Ouais, c'était simple. Ouais. Après, on les a écoutés. Et là, il y avait 2 choses qui nous ont sauté à la figure. La première, la quantité d'informations qu'elle donnait. Oui, parce qu'en fait, en 30 secondes de voix, tu dis beaucoup, beaucoup plus de choses que ce que tu aurais écrit en 30 secondes. Et après, c'était l'émotion qui se cachait derrière. En fait, les gens, ils nous embarquaient. On a même redécouvert des produits qu'on vendait, qu'on ne connaissait pas bien, et ça nous a plus donné envie. Donc, c'est comme ça qu'on a lancé la boîte en disant une solution pour faire parler la marque, mais aussi pour faire parler leurs clients. Ouais, donc tu as 2 principaux canaux. Le premier, c'est par exemple simplifier des fiches produits. Ouais. Principalement, j'imagine, sur le site. Ouais. Je sais que je l'ai vu sur certains sites et c'est hyper intriguant. La première fois que tu vois une capsule audio, tu as envie de cliquer dessus parce que tu n'as pas l'habitude. Et ça simplifie toute l'interaction avec un produit. Ça, c'est le premier. Et ensuite, tu as la collecte de l'avis client. Et ça, c'est quelque chose que vous faites depuis plus récemment ou non, c'est arrivé à peu près en même temps ? On l'a toujours fait. Il se trouve que dans l'adhésion des marques, ça a été un petit peu plus long. Mais depuis, on va dire 1 an, ça s'accélère fortement. Mais on a eu aussi un client qui a lancé ça, c'est Carrefour, qui un jour a utilisé notre solution, mais qui l'a légèrement détourné. Okay. Parce que nous, on se disait, collecte du feedback pour le diffuser comme un avis. Et eux, ils ont dit, nous, collecte du feedback
pour la voix du client, pour nous améliorer en interne. Ouais. Parce que je crois que l'histoire vient de leur directeur général, Alexandre Bompard, qui a dit « Mais pourquoi vous continuez d'emmerder les clients à écrire alors que maintenant tout le monde parle ?» Et donc, le service innovation a commencé à se dire « Mais c'est vrai qu'on pourrait peut-être enrichir l'expérience comme ça. » Ils nous ont trouvés et ils nous ont intégrés dans le NPS. Et donc, quand tu as fini de remplir tes notes, tu as 2 manières de donner la partie qualitative, ou l'écrit comme avant, ou de l'audio. Et donc ça nous a permis d'aller plus vite parce qu'on a appris, nous, notre solution, déjà, elle a une modération intégrée pour éviter les tests, les audios inaudibles ou les gros mots. Il y a aussi du speech to text parce que qui dit, je ne vais pas apprendre un figure, mais qui dit récolter dit traiter également. Et donc, chez Carrefour, ils avaient des outils pour traiter du texte. Donc, on retranscrit l'audio en texte pour qu'ils puissent le traiter en même temps que leurs autres canaux. Ouais, c'est ça. Mais en fait, quand tu es chef de rayon, chef de caisse ou juste dans l'action, tu vois, chez Carrefour, forcément, tu n'as pas forcément le temps d'aller parler avec tous les clients. D'autant plus si, tu me le racontais, mais si tu es par exemple directeur marketing, c'est pareil, tu vas pas forcément prendre le temps d'aller interroger tous tes clients. Non. Pour toi, cette écoute, j'imagine qu'elle est primordiale. Comment est-ce que tu définirais aujourd'hui l'expérience, la relation client idéale ? Si tu as une idée d'à quoi ça peut ressembler, est-ce que tu as une petite définition à donner ? Ouais, moi je pense que la relation client idéale, il faut que les gens ils sentent ça déjà comme naturel, qu'il n'y ait pas un côté forcé. Et mon ancien directeur général, il disait accueille tes clients comme tu accueillerais un ami à la maison. Alors c'est une phrase un peu bateau, mais je trouve qu'elle est intéressante parce que ça montre un intérêt réel. Et derrière l'intérêt réel, il y a du questionnement. Et quand il y a du questionnement, finalement, le conseil que tu vas apporter à la personne, il va être beaucoup plus fin. Et donc, je pense que la considération du client, l'amour du client, lui, il va le ressentir. Et c'est des choses qu'on entend souvent, mais pépin pépite, c'est-à-dire que même le client le plus déçu parce que il a vécu quelque chose qui pour lui était compliqué dans son expérience en magasin, si tu l'écoutes et si tu as une réaction appropriée, il peut devenir ton meilleur ambassadeur. Nous, dans mon ancienne enseigne, on racontait toujours la même anecdote, c'est que sur le magasin de Reims, il y a une dame qui, avant Noël, était venue acheter son service parce qu'elle voulait avoir une belle table pour Noël. Et il se trouve qu'il n'y avait pas assez d'assiettes. Et donc, on a dit, vous inquiétez pas, on est livré toutes les semaines. Donc, le vendeur, elle lui dit, ça arrive le mardi. Donc, qu'est-ce qui se passe le mardi directement ? Elle était là. Et là, il dit, ah non, on n'a pas été livré. Il regarde la commande fournisseur. Ah oui, ça devrait arriver samedi. Samedi, elle arrive. Qu'est-ce qui se passe ? Bien évidemment, la commande fournisseur, elle n'est pas là. Et donc là, la dame explose. Parce qu'elle, ça fait trois fois qu'elle vient, on l'a maltraitée, puis Noël, c'est important, mes amis, qu'est-ce que je vais faire ? Et là, il y a le chef de secteur qui arrive, qui entend un peu le truc, qui essaie de comprendre, et il voit bien le désarroi de la dame. Et il dit, moi, je ne vais rien vous promettre, madame, parce que vous voyez, le fournisseur, il était là, mais c'est quoi votre souci ? Ma table de Noël. Il dit, vous savez quoi ? Vous voyez le magasin qui est là ? Prenez ce que vous voulez. Et puis, vous les nettoyez bien, et après Noël, vous les ramenez. La dame, elle nous regarde encore. Comment ? Oui, vous en avez besoin de combien ? 12 ? Ouais, et puis les petites, les desserts, et tout ça. Il a fait ça. La dame, elle a ramené. Il se trouve que le service, il arrivait entre-temps, donc en plus, tout allait bien. Cette dame-là, c'est devenue la meilleure cliente du magasin de Reims en chiffre d'affaires. Ouais. Et je pense que c'était le meilleur ambassadeur du magasin. Il nous a ramené toutes ses copines, son club, son machin. C'était un truc de fou. Et donc, c'est simplement parce qu'elle a eu une relation client sincère où la personne, elle a eu de la considération. Ouais, c'était de la considération, problème vraiment résolu. Peut-être un peu aussi cocasse comme résolution de problème, mais en fait, ça a réglé tout. Je ne sais pas si on a vraiment le droit de remettre en rayon les assiettes qu'on avait lavées, mais bon, c'est fait maintenant. Ouais. Non, mais c'est hyper intéressant. Et puis, c'est de la considération, écouter le problème et ensuite te dire la solution réelle, aujourd'hui t'as pas la solution pour elle, par contre t'as une autre solution qui est dispo, et en plus si tu la mets à disposition de la manière la plus facile,
Puis c'était surtout sincère. C'est-à-dire que généralement, quand tu vois les équipes en magasin, elles sont préoccupées par leur chiffre d'affaires ou éventuellement par leur NPS. Ma note, comment elle est. Là, c'était simplement, il s'était mis dans les baskets de la dame et il a compris. Et il y avait un désintérêt. Je pense que même on pouvait perdre de l'argent dans l'histoire à leur casser les assiettes. Mais bon, c'était une forme de sincérité. Ok, mais c'est hyper intéressant. J'avais noté aussi que forcément là tu parles d'un besoin. Chaque projet commence avec un besoin. Tu l'as dit tout à l'heure sur le petit ballon, c'était comment est-ce qu'on donne plus de voix aux clients. Pour toi, j'imagine que l'audio aussi c'est un moyen de capter un besoin au niveau du client. Est-ce que tu as vu dans un des clients que tu as accompagné une décuplation des sources qui récoltent et de captation aussi de besoins clients? Alors il y a en nombre et en quantité. Nous, l'audio, ce qui est intéressant, c'est que c'est encore un sujet nouveau. Te dire que tu vas donner ton feedback à la voix, c'est pas hyper naturel. Ouais. Parce que tu n'as jamais vu, le temps que tu comprennes, que même structurer ton discours n'est pas toujours évident. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous ceux qui franchissent le pas, en quantité, c'est toujours le même chiffre qui revient. On donne 10 fois plus d'informations à la voix que l'on donne en écrit. Donc nos clients, pour l'instant, nous utilisent plutôt en exploration qualitative qu'en quantitatif, parce que l'usage n'est pas encore totalement évident pour les gens. Même si on voit que chez Carrefour, ça fait déjà plus d'1 an maintenant, les gens comprennent. Et donc, ça commence. Et donc, les taux sont en train de monter. Nous, en fait, on mène un combat. Quand on va voir une marque et qu'on lui dit, tu vas utiliser l'audio pour raconter tes produits ou pour collecter des feedbacks de clients, c'est un sujet totalement nouveau. Donc, il y a de l'intérêt. Souvent, c'est de l'intérêt de la personne. Est-ce qu'elle a une appétence à l'audio ou pas? Mais toutes ont le même souci. Les gens ne lisent plus. Et ça, elles ont bien compris. Et donc, elles ont toutes envie d'essayer. Mais nous, le combat qu'on mène, c'est la démocratisation de l'audio. J'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure. T'es arrivé, ça t'a surpris. Mais c'est quoi ce petit player? Nous, en moyenne, c'est 5 à 15% des gens qui arrivent sur une fiche produit qui lance la capsule audio. Ouais. Notre combat, c'est de faire en sorte qu'il y en ait plus. Parce que le geste devient plus évident, qu'ils voient qu'il y a une meilleure expérience. Et donc, on doit convaincre les marques de faire des contenus, mais on doit aussi habituer les consommateurs à utiliser le vocal qui leur est donné pour comprendre le produit et pour comprendre ce qu'ils achètent. Ou à utiliser pour Exact. Il y a un endroit où on a explosé les compteurs, mais d'une manière démentielle. C'est parce que je pense que l'usage beaucoup plus développé, c'est l'Afrique. Puisque nous, on a la chance, on a une 60aine de clients, et comme c'est des grands groupes, ils nous amènent dans leur filiale. Et l'année dernière, on a fait des expérimentations avec Orange. Et Orange, il est présent en Europe, mais il est aussi présent en Afrique. Et ils nous ont dit, on voudrait bien tester au Congo. Et alors, ils avaient une idée en tête, c'est qu'ils se sont rendus compte en Afrique que il y avait beaucoup d'utilisateurs qui utilisaient les outils d'accessibilité alors qu'ils n'étaient pas forcément en situation de handicap. Ils se sont dit, il se cache un truc derrière. Et ils avaient certainement senti qu'il y avait aussi des problèmes d'illettrisme. Et donc, on a mis des capsules audio sur le site d'Orange Congo pour raconter leurs produits et leurs services. D'ailleurs, on parlera des services, parce que ça marche encore mieux sur du service, parce que c'est impalpable. Alors qu'un produit, tu peux encore avoir la photo, tu peux comprendre. Et en fait, quand on est arrivé, on a fait les premières capsules audio. Et là, il y a eu x3 en usage versus notre meilleur client en France. C'est fou. 35 à 40% des gens qui arrivaient sur une fiche produit lançaient l'audio. Et même la grande surprise, nous, on regarde le pourcentage des gens qui écoutent l'audio jusqu'au bout. Et on avait des taux supérieurs à 100%. En fait, les gens, des fois, l'écoutaient 2 fois pour mieux appréhender le produit. Donc, tu vois, l'usage de l'audio, c'est aussi notre combat de le démocratiser. Pour l'instant, on nous dit, avec son dogme, vous adressez, pour certains, on adresse les jeunes.
parce que c'est ma fille avec ses nouveaux usages et compagnie. Pour d'autres, ils disent vous adressez les vieux, ma mère, parce que justement c'est plus simple et compagnie. Et nous on le savait pas parce qu'on n'a pas de cookies dans la solution, mais il se trouve qu'il y a des clients qui eux ont des gens connectés, donc ils ont les profils et ils nous ont dit en fait non, il n'y a pas de différence liée à l'âge, c'est une question d'usage. Il y en a qui aiment encore les livres papier et il y en a qui sont passés au livre audio. C'est un peu ça le concept. Là, pareil pour le podcast. Enfin, t'en parlais tout à l'heure, mais tu as beaucoup plus de personnes qui écoutent des podcasts parce que c'est un format qui est simple, utile. Tu es dans le train, tu peux écouter ton podcast. Tu es au travail, tu peux aussi écouter ton podcast et faire autre chose en même temps. Ça se branche à ta voiture hyper simplement. Et c'est une source qui est assez dingue, la voix. Et puis, forcément, tu n'as pas le droit de regarder une vidéo en conduisant. Ah oui, c'est plus galère. Ni au travail, c'est compliqué, mais c'est un bon hybride entre les deux. Et puis, même en termes de coût, tu vois, dans le marketing, quand tu dois faire une vidéo produit, bah forcément, en termes de coût, c'est un coût plus élevé que de le faire avec la voix. C'est une des questions que le client nous demande souvent. Il disait, vous versus la vidéo. Okay. Parce qu'il se trouve qu'on n'a pas beaucoup de concurrents, pas beaucoup de gens qui font la même chose sur le fait de diffuser des messages de marque. Mais on dit, en fait, on en a plein, c'est des gens qui font des vidéos. Qui viennent de là. Et en fait, on joue le même rôle. C'est de rendre plus facile l'accès à l'information, là, à travers un format vidéo. Il y a deux grandes différences. La première, c'est ce que tu viens de dire. C'est la production. Les marques qui font des vidéos, sont passées aux capsules audio, disent c'est quand même beaucoup plus simple de faire des capsules audio et beaucoup moins coûteux. J'ai besoin quand même simplement d'un micro, alors que de l'autre côté, j'ai une prod, clairement, parce que la vidéo, en plus, elle tolère pas l'approximation. Ça doit être vraiment bien. Un audio, il y a un niveau de qualité qui est peut-être moins important à toucher. Et après, la deuxième chose, c'est ce que tu disais dans ta voiture, c'est que l'audio, il accompagne le client pendant qu'il fait autre chose, alors que la vidéo, elle le capte. Et donc, nous, on voit les gens, quand ils utilisent notre solution, bien évidemment, ils veulent améliorer l'expérience utilisateur. Mais leur idée, c'est d'augmenter le taux de transfo. Nous, c'est ce qu'on nous dit à chaque fois, c'est est-ce que grâce à ça, je vais vendre plus ? Et donc, on a regardé, on a fait bien évidemment des analytiques dans notre plateforme, mais également chez les clients. Il se trouve qu'en moyenne, quelqu'un qui écoute un audio achète 4 fois plus. On fait x4 sur le taux de mise au panier. Alors, tu vas me dire, ça a l'air magique ton truc. Mais il se trouve que quand il écoute un audio, il est déjà peut-être un petit peu engagé. Nous, on contribue à l'accompagner dans ce processus. Mais ce que je voulais te dire là-dedans, c'est que, en fait, quand tu regardes les autres indicateurs qualitatifs, l'audio améliore énormément de points, notamment le taux de scroll, puisque quelqu'un qui écoute, il gagne du temps pour faire autre chose. Le taux de lecture, tu sais, parfois il y a des petits boutons pour déplier le. Et en fait, l'audio sert un peu d'intro. Et derrière, les gens, quand ils vont plus loin, ils vont le temps passer. Et donc, ça les rend curieux aussi, peut-être. Exactement. Et en fait, ça attise un peu la curiosité. Parce que ce qu'on sait, nous, c'est que l'attention du consommateur en B2C, elle a une limite. Et donc, souvent, on nous dit comment faire un bon audio. Et une des premières choses qu'on dit, c'est le temps. On conseille de faire 30 à 40 secondes. Parce qu'après, on va perdre des consommateurs. Parfois, c'est pas grave. Puisque si tu vas perdre des consommateurs, c'est les plus engagés qui vont tout écouter. Mais si tu veux avoir un spectre plus large, 30 à 40 secondes, après, c'est pas mal. Ça baisse. Ouais. Après, j'imagine, comme tu disais tout à l'heure, il y a des différences de culture. Il y en a qui vont prendre le temps d'écouter, d'autres moins. Je sais que par exemple, dans mon cercle famille, amis, on ne prend pas trop le temps d'écouter. On est très vite distrait par autre chose. Parce que on est aussi soumis à plein d'informations en même temps. Et je trouve que l'attention, elle est beaucoup captée. Et c'est pour ça, peut-être, la réussite des podcasts, c'est que tu prends le temps aussi d'écouter. C'est simple, tu l'as dans les oreilles et tu fais pas trop gaffe. Et tu as aussi la simplicité, si jamais tu n'as pas le temps d'écrire, tu peux le dire. Et ça te prend aussi... en 2 minutes, j'ai fait le calcul, tu le disais tout à l'heure, tu peux dire 10 fois plus de choses. En 2 minutes, en écrivant, tu peux écrire peut-être 50-80 mots. Tu peux en écrire 500, tu peux en dire 500. Oui, facile. Ça dépend de ta cadence de diction, mais tu peux en dire 500 à minima en 2 minutes, quoi. Et ça, c'est génial. Plus il y a de sources, forcément, plus il y a d'informations, de contenu, plus l'émotion aussi que tu transmets par la voix. Ouais, exactement.
Donc d'un côté, quand la marque parle, elle transmet de l'info et de l'émotion, et de l'autre côté, quand elle le collecte, elle va chercher des signaux faibles qui n'auraient pas forcément été écrits parce qu'on aurait été à l'essentiel. Ça, c'est un truc, j'aimerais revenir sur la partie client. Il y a plein d'avantages dans mettre de l'audio à leur disposition. J'avais noté le fait juste que ce soit plus humain. Chez Fidiar, nous on a bien parlé de clients augmentés, c'est-à-dire que tu leur donnes plus d'outils aussi pour s'exprimer. Tu as l'émotion qui passe à travers, c'est-à-dire qu'une personne qui va être frustrée, tu vas l'entendre aussi dans sa tonalité, tu vas la capter dans le verbatim. C'est des choses qui viennent en plus, plus riches, parce que pareil, il dit plus de choses. Au niveau des freins, est-ce que tu en vois, à part, par exemple, le fait de devoir éduquer une personne sur... aujourd'hui, tu vas plus donner ton avis par le texte, tu vas donner ton avis par la voix. Il y a des freins personnels. Il peut y avoir des freins personnels. Oui, il y a des gens sur lesquels écrire, ça a toujours été comme ça. Et, après, il y a... j'entendais là récemment des gens qui disaient... c'était des gens un petit peu plus âgés, donc l'usage était moins facile pour eux. Ils disaient « Oh là là, vous me frustrez à me demander mon avis à la voix, parce que moi, d'habitude, je prends du temps à écrire ce que je veux. » Et donc, c'était un problème de structuration dans... Mais après, c'est comme toujours, c'est une question d'habitude. Et puis, comme tu le dis, c'est tellement plus simple. Moi, les 2-3 premiers vocaux, j'avais l'impression de parler comme un robot, comme si je dictais. Je me suis fait moquer. Et après, après ça devient plus naturel. Donc il y a des freins personnels. Et puis après, il peut y avoir des freins d'usage, c'est que évidemment, dans un monde où parfois tu as des voisins, des collègues de bureau, tu vas un peu gêner. T'as peut-être pas envie que t'as tout le monde peut-être pas entende. envie de lancer, donc ça, je pense que c'est un frein quand même qui existe. Ça, c'est côté client. Maintenant, côté plus expert et métier. Moi, je sais que j'ai eu des discussions avec des experts dans le retail et qui m'ont dit, en fait, on cherche à implémenter la voix. Par contre, on ne sait pas trop comment faire, où commencer, et aussi comment l'exploiter. Est-ce que tu as quelques conseils déjà pour des gens qui souhaiteraient, qui n'ont pas franchi le pas, qui voient peut-être pas toute la valeur d'implémenter la voix dans leur système, tu leur dirais quoi? Moi, je leur dirais généralement, c'est de tester. Parce que y a plein de fois, on a des a priori. Tu vois, l'histoire des services que je te glissais tout à l'heure, on le doit à un de nos clients. On le doit à un de nos clients, c'est Picard, qui a été un des premiers à nous faire confiance et qui raconte ses recettes qui sont à 80-90% des recettes exclusives et sur lesquelles les gens veulent savoir ce qu'il y a dedans. Donc, il a donné la parole à ses chefs de produits. On a commencé à Noël, on s'est dit « super ». Et un jour, ils sont venus nous voir en disant « On vient de lancer un nouveau programme de fidélité. Il se trouve que on a énormément de mal à le raconter parce que notre programme, il est généreux, donc très riche. Nos hôtesses en magasin, elles ne savent pas forcément tout. Elles n'ont pas le temps. C'est un passage rapide, la caisse chez Picard. Et notre page de site web, elle est tellement dense que personne ne la lit. Est-ce qu'on n'utiliserait pas l'audio ? Franchement, quand ils nous ont dit ça au début, nous qui étions, tu vois, des anciens retailers, focusés, je raconte mes produits, on s'est dit, pourquoi pas, mais en conviction, on n'y croyait pas trop, en me disant, problème de fidélité. La seule chose qu'on leur a dit, c'est, s'il vous plaît, ne faites pas un audio trop long, parce que ça, on sait que ça ne marche pas. Donc, ils ont splitté. Comment s'inscrire, comment gagner des points, comment récupérer les cadeaux. C'est les audios les plus écoutés du site de Picard. 94% des gens qui lancent l'audio écoutent jusqu'au bout. Donc, tu vois, la dimension de test, parce que la valeur, elle se cache à plein d'endroits. Et ça, c'est nos clients qui nous les amènent. Les produits, la compréhension des produits, c'est une évidence. C'est ce qu'on avait en tête. Mais les services, oui, c'est impalpable. On travaille avec des gens, des banques, des assureurs, des mutuelles. Oui, leur produit, par nature, il est complexe. En plus, ils ont beaucoup de réglementaires. Et donc, qui a envie de lire le descriptif ? Franchement, si tu me dis moi, tu me mens. Donc, je ne lis pas les conditions générales de vente ou des trucs comme ça. Exactement. Et l'audio a un côté simplifiant parce que finalement,
Nous, c'est quoi finalement ? On ramène sur le site internet le vendeur, l'humain. Lui, il dort jamais, il est tout le temps là, et toujours pour répondre. Et donc, ils ont commencé tous ces gens à dire moi, un produit complexe. Et ils ont eu des super résultats. Et après, tu tires le fil sur. Tu me dis pourquoi ils ne se lancent pas. Eux, ils ont dit c'était la GMF. Ils nous ont dit nous, on a d'autres endroits sur lesquels on a de la complexité pour nos clients. Et c'est notamment toutes nos démarches de self-care. Maintenant, tu sais, tu fais beaucoup de démarches toi-même en ligne. Tu as un bris de glace. On te dit, prends notre app, fais une photo. Envoyer. Et ça, c'est de la vérification. C'est un peu angoissant quand tu n'as jamais fait, et notamment pour un nombre de publics. Donc, qu'est-ce qui se passait chez eux ? Première chose, j'appelle le call center. Comment je dois faire et compagnie. Donc, ça mobilise du temps. Ils faisaient leur démarche en ligne. Et même après, ils rappelaient le call center pour dire, c'est bon, ça a marché, vous l'avez reçu. Et bien, ils se sont dit, ça, c'est des discours récurrents. Pourquoi on ne la mettrait pas sur le site ? Et donc, dès que tu arrives sur le début du process, on va t'expliquer comment ça se passe. Donc, pas besoin de faire. Et quand tu as fini, on t'explique les prochaines étapes en disant pas de souci, pas besoin d'appeler, on va reprendre contact avec vous sous 3 jours. Et ça, on l'avait jamais imaginé. Et c'est certainement un des meilleurs use cases. 15% des gens qui sont dans leur programme, dans le self-care, utilisent la voix pour se guider. Donc, en fait, je leur dirais. Tester, chercher les endroits où vous pensez avoir des pain points, des difficultés, ou des endroits où vous pensez avoir une création de valeur. Et derrière, vous verrez si oui ou non, elle est là. Et chacun la trouve différemment. On a 3 types de clients. Je t'ai dit du retail au début. Ouais. Des gens avec des services un peu complexes. Mais au milieu, on a aussi une autre frange, c'est le luxe. Okay. Parce que eux, ils ont des produits d'exception. Ils ont donc un vrai storytelling à expliquer pourquoi ce produit a une telle valeur ajoutée. Et eux, chez eux, le use case le plus classique, c'est de donner la parole au créateur. Donc, le nez, celui qui a fait le parfum, le chef de cave qui a fait l'assemblage du vin, le designer. Et donc, l'audio est finalement une autre manière de communiquer, certainement plus authentique. Parce que la première chose qu'on dit aux gens, c'est de perdre leur réflexe quand ils font des contenus audio. Il ne faut pas qu'ils fassent des contenus trop marketing. Sinon, ça va ressembler à une publicité et les gens ne vont pas avoir envie d'écouter. On leur dit, grosso modo, vous êtes le vendeur et vous répondez à un client en magasin. Et c'est souvent ça la bonne posture. Et c'est marrant parce que du coup, ça décale aussi la tonalité. Alors, chacun garde son ADN de marque. On est du tutoiement chez certains, pas chez d'autres bien sûr, mais il y a de la proximité qui se crée. Ouais. Et je trouve c'est hyper intéressant cette boucle où tu donnes la voix à la fois à l'entreprise, à la fois au consommateur. Tu peux quantifier par exemple, là je parle d'un point de vue filière aussi, mais tu peux quantifier par exemple le nombre de fois où ton client te mentionne quelque chose qui ne va pas dans le processus. Et ensuite, tu peux faire une boucle de rétroaction, j'imagine, où tu peux le remettre dans l'explication que tu as, par exemple, sur ton site. Et te dire, en fait, le bris de glace que je dois prendre en photo, ça prend un temps de dingue. Je vais plutôt l'expliquer avant, qu'il faut faire une photo, qu'il faut nous l'envoyer. Et ensuite, on vous répond sous 2 jours. Et le client, il sait en fait à quoi s'attendre déjà avant de devoir mettre du sien et de devoir prendre du temps pour fixer son problème. Ouais. Et à chaque fois, cette captation audio, on nous dit, j'ai eu une information que je n'avais pas en texte, parce que souvent déjà le texte au début où tu as un champ libre, mais les gens forcément ne prennent pas le temps de le remplir, où tu les guides et en fait tu commences à dire est-ce que le problème c'est A, B, C ou D, et puis finalement le problème peut-être E, mais que tu n'avais pas identifié. Donc maintenant, sur certains sites internet, quand ils voient qu'il y a des ruptures dans la chaîne du client, dans son parcours, déclenche une capsule audio pour essayer de comprendre là, mais pourquoi là à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que j'ai 60% des gens qui à cette étape-là partent. Et ça tu vois les résultats tangibles. Nos clients ils sont contents. Alors, ils disent oui, il n'y a pas des millions de personnes qui nous ont fait, mais à chaque fois ou potentiellement si tu n'as pas beaucoup de retours sur un sujet et que tu en as plein sur d'autres, c'est aussi un signal. Un signal faible ou fort sur cette partie-là. Ouais, ok. C'était la partie frein, et j'imagine aussi, t'as une partie, une fois que tu as compris tes freins, une fois que tu as compris tes avantages,
tu permets à tes clients aussi de se transformer plus rapidement. Sur la partie à la fois, ce dont on parle, la partie écoute consommateur et la partie explication Clairement. designer. Tu rapproches aussi les équipes métiers des clients. Enfin, quand tu donnes la parole à des personnes, tu vois, à des chefs de secteur, à des gens qui sont plutôt dans la partie design, produit. Et les clients des équipes métiers. Ouais, et les clients des équipes métiers. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Je trouve qu'on n'a pas encore ce... Souvent, le lieu commun, c'est de se dire mais qui parle, vous avez des comédiens? Ouais. C'est la première chose qu'on nous dit. Et nous, on dit oui, si vous voulez, bien évidemment, on a des partenaires qui peuvent vous proposer des castings. Mais je pense que si vous parlez à vos équipes, vous verrez, il y a un double avantage, triple avantage. Premier avantage, il va y avoir dans la prise de parole plus de pertinence. Ouais. Et surtout, elles vont parler, deuxièmement, avec le cœur. Et le passionné, quand il parle, ça s'entend. Oui, il n'est peut-être pas le meilleur, il n'a peut-être pas la meilleure diction. Mais derrière, le client, lui, il va recevoir cette passion qu'a le chef de produit ou l'équipe dans ce qu'il est en train de vendre. Puis après, il y a de la fierté. Il y a quand même pas mal de gens qu'on voit qui sont assez heureux finalement de pouvoir aider leur entreprise différemment à travers les prises de parole, ce qui bizarrement est un peu plus dur en vidéo parce qu'il faut s'exposer, il faut montrer sa tête. En audio, ça déclenche de la fierté. Et tu dis, on rapproche les équipes d'une marque des clients. Un des use cases qui marche le mieux chez nous, c'est on appelle le use case comité de direction. Parce qu'en fait, le comité de direction, tout doucement, par rapport à tout ce qu'il a à faire dans la gestion d'une boîte, il s'éloigne un petit peu de ses clients. Et donc, il pense connaître les clients, mais finalement, il n'en voit plus réellement. Ou il n'en voit qu'une petite partie. Et donc, l'audio est intéressant parce que généralement, on a des clients, quand ils ont collecté des feedbacks, ils font une sorte de petite playlist, dizaines, quinzaines de clients, mais des vrais, vu qu'ils ont parlé, et ils les font écouter au comité de direction. Et ils thématisent. Sur le sujet X, regardez ce que disent nos clients. Et c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort quand tu as entendu un client te dire un truc, notamment parfois être en désarroi devant une difficulté, que quand tu as lu un nuage de mots sur lequel ça manque d'émotion. Ouais. Donc on rapproche aussi comme ça, dans cette idée, écoute et tu vas plus prendre conscience. Je trouve ça génial, même dans le gain de temps par rapport à un service client qui aurait un système très centré appel. Tu me dis si je m'égare complètement par rapport à ce que tu fais, mais très centré appel et du coup qui attend que leur client leur donne du feedback par la voix, mais par un système d'appel. Là, ils peuvent le faire par l'avis. Déjà, j'imagine que ça donne plus de temps aux équipes en interne pour faire ce qu'ils font. Et en même temps, ça permet de récolter de la voix autre part. Qui aurait peut-être été perdu parce qu'aujourd'hui tu as très peu d'entreprises qui font du transcript, tu vois, d'appel ou quoi et qui l'analysent. Par contre, on a beaucoup qui pourraient mettre en place un système comme celui d'Echo. Oui, hier, un de nos clients a fait une enquête parce qu'il avait une baisse de trafic sur une période qu'il n'a pas pu comprendre. Et donc, il a sondé ses clients pour savoir qu'est-ce qui les avait amenés à moins fréquenter le magasin sur cette période. Il l'a fait à la voix. Et donc là, on attend avec impatience de voir ce qui va en ressortir. Mais voilà, c'est une manière de les solliciter. Il n'y a pas eu besoin, comme tu dis, d'avoir un humain, un service. Ouais, c'est ça. Ça aurait pris en fait plus de temps. Et puis là, tu les sollicites directement, c'est quand même plus... Oui, c'est moins intrusif. Ils le font quand ils veulent. Voilà. J'aimerais parler de ta vision de l'évolution d'Echo, mais aussi de l'évolution de la voix dans le commerce et l'e-commerce. Pour toi, c'est quoi les grands changements qui arrivent, tu vois, prochainement? T'aimerais voir quoi aussi dans les entreprises qui se développent autour de ça? Moi, en n'étant pas du tout objectif, j'aimerais que tout le monde amène de la voix pour humaniser et mieux raconter leur site web, notamment parce qu'on se rend bien compte que, à travers les exemples que je t'ai dit, il n'y a pas un seul use case, il y en a énormément. Et dès que tu veux donner de la simplicité, de la pédagogie, la voix est là. Ouais. Par contre, il y a une évolution que nous, on accompagne. C'est comment faire en sorte de rendre la création de ces contenus audio plus simple pour nos clients, notamment s'ils ont énormément de choses à dire, notamment s'ils ont un grand catalogue produit. Tu vois, on a des clients, c'est devenu un réflexe chez eux, ils ont des nouveautés, ils créent des audios,
mais c'est 30, 40, 50, 60 par mois. Dès qu'on va avoir d'autres personnes où il y a 10, 20 000, 30 000 produits, ils nous disent ça va quand même mobiliser mes équipes, comment vous pouvez nous aider? Et l'IA, tu te doutais bien que j'allais y venir, progresse d'une manière quand même très très rapide sur le sujet. Il y a encore un an, à chaque fois qu'on nous disait on ne peut pas générer l'audio par une voix d'IA, Ouais. on leur disait si, c'est possible, mais vous allez voir, vous allez perdre des clients. On a fait des tests, les mêmes audios. En gros, il n'y avait que la moitié des clients qui écoutaient jusqu'au bout un contenu IA versus un contenu humain, alors que c'était exactement le même. Il manquait d'émotion. Sauf que maintenant, je ne tiens plus du tout le même discours. Ben oui, puisque l'émotion, elle est là. Ouais. Et donc, nous, notre idée, c'est de se dire, on va permettre aux gens de combiner. Oui, toujours l'humain. Toujours cette idée de valoriser les équipes et de raconter. Mais parfois, pour une logique de scale, il va falloir qu'on accompagne nos clients dans la création de ces contenus. Donc là, on est en train de faire des pilotes où, de manière très transparente pour le client, on se connecte à son système d'information. On va chercher la data autour des produits. On lui génère des scripts qui seront différents selon les familles de produits. Il y a un workflow pour les valider et derrière, il choisit parmi un casting de voix celle qui va être la plus représentative. Il va appuyer et boum, ça sera sur son site internet. Ça, je crois que pour nous, si on veut se répandre plus facilement, va falloir aider les marques à créer ces contenus et c'est une des voies. Mais on reste toujours dans la combinaison. Ça ne sera pas que de l'IA. On accompagne un client qui est Sephora dans l'Europe entière, selon les pays. Ce sont ou des voix humaines ou des voix IA. Même pour commencer, j'imagine un projet, c'est un énorme avantage de pouvoir le faire. Oui. Juste d'accélérer et te dire potentiellement après on peut switch et inviter les collaborateurs à participer à ce projet. Mais dans un premier temps, juste en termes d'implémentation, en termes techniques et en termes de, même vous de votre côté, tu sais, de temps. Et pour Sephora, par exemple, en termes de temps, c'est gagnant-gagnant. Et puis la traduction. Voilà, aussi, ouais. Tu dis full Europe, donc j'imagine que niveau traduction, t'es à fond dessus. Il y a du polonais, il y a du turc, il y a des choses, des langues qui ne sont pas forcément parlées au niveau des équipes du siège. Donc, Et puis j'allais dire, même en Afrique, avec Orange, là tu es sur le Congo, mais est-ce que tu as eu affaire aussi avec... Alors c'est qu'un premier test, nous ça nous est tombé dessus un peu par surprise. Très franco-français, on avait l'idée d'attaquer le marché avant tout européen. Donc là on va regarder avec attention et on va s'y pencher. Mais Echo est déjà dans 17 pays. Ouais, c'est un truc qui est fantastique. C'est trop bien. On a des clients au Japon. Et il faut dire, on fait partie de la maison des startups LVMH. Donc dès que tu travailles avec une maison LVMH, elle t'embarque dans beaucoup de... Tu as cette étendue, ce force de frappe plutôt internationale. Mais c'est hyper intéressant, et même ce que peut faire l'IA autour de la traduction, autour de la... tu passes de la voix au texte, et tu gardes aussi la voix. Mais la partie texte, si tu peux la transformer et donner par exemple des informations que tu as au Japon à une maison qui est en France, c'est génial. C'est sûr. Et après, tu me disais, c'est quoi l'avenir ? Moi, je crois qu'on va pouvoir parler différemment selon le consommateur que j'ai en face de moi. Parce que les outils de personnalisation progressent énormément. Et donc, en fait, toi, Baptiste, qui a une psychologie différente de la mienne, Johan, on n'est pas forcément, quand on regarde ce produit... On verra peut-être pas la même chose. On voit pas la même chose, ou il n'y a pas la même chose qui va être importante pour nous. Moi, je vais juste voir la contenance du verre et je vais dire, est-ce que je peux mettre un petit peu plus d'eau dedans ? J'ai pas dit bière, j'ai dit eau. Et toi, tu vas voir esthète, le design et ce qui va être beau sur ta table. Et on va certainement demain pouvoir te livrer 2 contenus audio différents. Voilà. Nous, on y est déjà sur le sujet. Il suffit de se matcher avec ces outils de personnalisation. Donc ça, c'est aussi certainement... Tu le vois de plus en plus aussi. Je sais que YouTube, il me semble qu'ils le font. Tu sais, c'est juste personnalisation de contenu. J'imagine que tu peux aussi le reproduire sur toi, ce que tu fais. Oui, bien sûr. Et la voix, l'IA, elle n'a pas de limite, tu vois.
très certainement pouvoir faire en sorte de te faire un condensé quand tu dis les clients parlent. Oui, mais s'ils parlent beaucoup, qu'il y a 70 avis, peut-être que tu n'as pas envie de tout lire ou tout écouter. Demain, on aura certainement une synthèse. Tu peux faire un condensé. Une synthèse en audio qui va permettre de dire les clients ont tendance à dire que non seulement le verre, il est beau, il est grand, en plus. En plus, il contient bien l'eau. Non, mais ça, je trouve que c'est quelque chose qui est génial, ça accélère beaucoup de choses. Un truc qui est peut-être un peu moins génial, c'est que si tu fais de l'hyper-personnalisation ou de la personnalisation et que tu passes par l'IA pour faire ce genre de procédé, est-ce que, par exemple, tu parlais de LVMH, tu parlais du luxe, est-ce que, par exemple, tu perds pas cette confiance que tu as avec ton client, le fait que tu as un expert devant toi qui te parle, tu vois, tête à tête, un designer qui parle d'une montre et qui est... Clairement, Baptiste, c'est pour ça que j'ai mis les bémols au début. Ouais. L'IA va aider à aller plus vite, à scaler, à pouvoir faire plus de choses. Dans le luxe, clairement, c'est pas la voie qui privilégie. Parce que eux, il y a de l'expertise de ces créateurs et ils veulent que ce soit eux qui portent. Alors oui, ils ne parlent pas japonais, donc peut-être que l'IA va l'aider à faire en sorte que le créateur puisse l'exprimer à sa clientèle japonaise, mais l'humain en premier. Parce qu'il faut quand même se méfier aussi de ce qui est dit. Les systèmes tout automatiques, on voit bien toutes les limites. Donc oui, pour que ça soit un outil pour aider, pour aller plus vite, mais... derrière, c'est encore plus dans la création, l'humain qui est le cœur. Ouais, tu as deux choses du coup. Tu as la partie pour les consommateurs, collaborateurs, où tu leur permets de s'exprimer. Soit tu le fais avec de l'IA et du coup tu accélères par exemple un projet, tu accélères la mise en place d'une solution qui est hyper utile pour les consommateurs. Ensuite tu peux switch avec de l'expérience collaborateur. Et une autre partie où si jamais tu veux garder vraiment la confiance au cœur de ton business, tu le fais directement avec tes collaborateurs et tu incarnes cet esprit de confiance. Ça, okay. Et donc une des premières questions, au début on disait à nos clients, mais quels sont les objectifs que vous visez ? Ça dépend. Et voilà. Et moi je pense que maintenant, à travers ça, il y aura une deuxième branche quels sont les objectifs que vous visez et que vous voulez faire porter à vos équipes. Et ceux sur lesquels peut-être la dimension émotionnelle ou personnalisation est moindre, et sur lesquels vous pourrez les atteindre à travers une voix qui a été générée from scratch. Après, il existe le clonage, qui peut être le meilleur des deux mondes, mais légalement, c'est là où les entreprises sont le plus compliquées. Parce que, Baptiste, si je clone ta voix et que je te fais dire des choses que tu n'as pas envie de dire, là, on est très border. Donc, les marques, elles sont plutôt où tout y a, puisque c'est pas Baptiste qui a parlé, c'est la marque qui a parlé, et on n'a pas de souci, on n'a pas fait dire à Baptiste un truc qu'il n'avait pas envie de dire, ou pas d'IA du tout, parce que par rapport à certaines politiques, pour l'instant, ils privilégient encore d'exclure l'IA. Comment tu préviens ça ? Est-ce que tu as des technologies pour le faire ? De protéger, par exemple, la voix des personnes avec qui tu traites ? Non, on n'a pas de technologie, c'est plus de la déontologie. Okay. D'être bien certain qu'il se soit posé les questions chez la marque et qu'en face, le collaborateur soit OK. Il soit OK. Voilà. Parfois, ça nous ralentit un petit peu, mais c'est normal. Tu vois, là, on est sur une belle marque de montre. Tous les contenus sont prêts, mais on attend quand même que le collaborateur, qui nous l'a pourtant dit de vive voix qu'il était OK, il est signé en bas pour que tout le monde soit carré sur le sujet. Il reste quelques validations. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est en termes de temps, tu vois, c'est comme tout. Quand on a eu les premiers bots où tu pouvais parler à de l'IA, les chats, c'est pareil, ça a pris du temps. Il y en a qui se posaient des questions, où vont mes informations, mais comme tout auparavant, comme toute nouvelle tech, quoi. Et puis tu auras un moment où ça va se débloquer, où ça sera démocratisé, où tu as la voix, en fait on sait où ça peut aller, on connaît les limites aussi, on sait qu'il y a des risques, mais si au bout d'un moment tout le monde est OK avec ça, ça s'aplatit. Et puis la bonne réaction chez les marques, c'est de ne pas forcer les gens qui n'ont pas particulièrement envie, parce qu'en plus si tu les forces, ils vont faire quelque chose certainement qualitativement très moyen. Vaut mieux se servir des plus engagés. Tu laisses le choix. C'est comme tout, même auparavant, tu vois, tu demandes une question NPS,
tu as le droit de mettre ton avis, tu as le droit de pas mettre ton avis si tu n'as pas envie, quoi. C'est ça. Et puis c'est le but aussi, de laisser les gens parler comme ils veulent. Et sur le futur d'Eco, est-ce que tu as un... Enfin, genre, c'est pas parler pour les marques, mais que les marques aussi parlent avec leurs clients. J'imagine que un des buts final, c'est de créer cette relation consommateur-marque, plutôt que toi, Eco, consommateur-marque. Je sais pas si c'est très clair comme... Non, ouais, nous, il y a deux choses, effectivement. Remettre de l'humain, remettre du lien entre les marques et ses clients. Et si en plus de ça, on aide les gens en situation de handicap, on va apprendre. C'était pas notre idée au début, mais il se trouve quand même qu'il y a beaucoup de gens avec des déficits visuels, des gens dyslexiques, des gens avec de l'illettrisme. Ouais. Et si nous, on a pu aider cette population-là, on va prendre et on en sera très heureux, même si ce n'était pas l'idée première, parce que c'est aussi la cause qu'on sert. Et remettre de l'humain en un, et nous, en tant qu'Eco, c'est de le faire dans le monde entier, puisque la voix n'a pas de frontières. Et donc, comment on peut faire en sorte que... là où c'est encore plus important, on a cru comprendre qu'en Afrique c'était le cas, mais il semblerait qu'en Asie et en Amérique du Sud, là également, il y a cette appétence encore plus forte, et si on peut aller remettre du lien là-dedans et faire en sorte de rendre la vie plus simple à ses clients, et en plus de les rapprocher de les marques, on sera très content. En Chine particulièrement, moi j'ai habité en Chine pendant un temps, et je sais que c'est un sujet qui est... je me souviens, on utilisait WeChat, qui est une application, et je me souviens que tous mes amis utilisaient tout le temps les vocaux, alors qu'en France, c'était même pas quelque chose qui était implémenté, quoi. C'était même pas disponible. Ouais, c'est sûr. Et puis là, ça va très vite, et il faut s'adapter à ça aussi. Et alors, je sais pas si c'est un mythe ou pas, mais nous, on a l'impression que ces messages vocaux sont partis de Chine, et j'ai entendu l'anecdote qui disait que c'était très lié au fait qu'il y avait une absence de réseau et que les gens surfaient de Wi-Fi en Wi-Fi. Et donc, en fait, au lieu d'être au téléphone tout le temps, ils ne pouvaient plus, ils se coupaient, mais quand ils prenaient un Wi-Fi, ils faisaient un petit message qu'ils envoyaient, ils attrapaient. J'ai trouvé l'anecdote très marrante, donc je ne sais pas si c'est un mythe, mais... Je ne saurais pas te dire, mais je pense que... T'avais du réseau, toi. Ouais. Moi, j'étais dans une grande ville, donc c'était assez pratique. Et je crois, mais je dis peut-être des bêtises, mais même dans les magasins, tu sais, des 7-Eleven ou des Family Mart, c'est des petits magasins, je crois que ça ouvre en France d'ailleurs bientôt, il y avait la possibilité de donner un avis par la voix en sortant du magasin ou à la caisse. Ok. Et tu pouvais même le faire par l'application avec laquelle tu payais, quoi. Oh ouais, mais là, c'est tout automatisé. Merci beaucoup, Yohan. Je t'en prie. Je trouve qu'on a fait une grande boucle de Eco, de ta vision, de la vision aussi de ton associé et des gens avec qui tu travailles. Puis un plaisir partagé, quoi. C'était un plaisir. Merci, Baptiste. Merci.